Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'honorer une fois de plus ce rendez-vous d'information. Nous sommes mardi 22 février. Dans votre 20h ce soir, nous parlerons éducation avec le rejet des plus de 5000 dossiers au Fonds national pour l'éducation et la recherche FONER. La directrice générale du Fonds donne des explications sur la situation. Elle évoque des incohérences dans les dossiers de candidature et les ressources financières limitées. Décès de Kassoum Kambou, un livre de condoléances ouvert au siège du Conseil constitutionnel à ce jour 22 février 2022. Parents, collègues, amis et personnalités y ont inscrit des notes d'hommage à l'attention de celui qui fut président du Conseil constitutionnel du Burkina de 2015 à 2022. À Bangui, 4 militaires français arrêtés par les autorités centrafricaines escortant le chef d'état-major de la MONUSCA. Ils sont accusés de tentative d'assassinat sur la personne du président centrafricain. Le consortium Burkina 2050 monte au créneau et lance une pétition. Entre la dégradation du chemin de fer au Burkina Faso, le non-respect de la convention de concession révisée de l'exploitation des transports ferroviaires entre le Burkina, la République de Côte d'Ivoire et la Société internationale de transport africain, Paraï Sitaraï, en passant par la prochaine vente de l'exploitation de Sitaraï à une autre société par Bolloré, Transport et Logistique, le consortium Burkina 2050 espère obtenir des autorités burkinabées l'annulation de la concession révisée de 2016. Il a tenu une conférence de presse ce mardi à Ouagadougou. Écoutez plutôt sa coordonnatrice Nestorine Sangaré au micro de Fatimata Nikiema. Le problème aujourd'hui est qu'il y a environ 5 ou 6 ans de cela, la société a obtenu de l'État burkinabé qu'on puisse prolonger son contrat de 30 ans jusqu'à 2048 pour qu'elle puisse continuer d'exploiter en promettant qu'elle allait investir 263 milliards. Et les 263 milliards devaient être investis en 2 tranches. Une première tranche de 2019 jusqu'à 2022 et l'autre tranche 4 années plus tard. Mais cette première tranche de 87 milliards qui devait être investie n'a pas été investie du tout parce que nous sommes à la 3e année et au lieu d'investir comme promis, elle veut maintenant vendre la gestion à une autre société. Bon, comme en tant que contractuel, elle n'a pas respecté les clauses du contrat, nous avons lancé donc une pétition pour demander à l'État burkinabé d'annuler le contrat. Nous lançons donc la pétition en demandant à tous les Burkinabés qui veulent qu'on ressuscite notre chemin de fer de signer donc la pétition et de nous accompagner dans les différentes activités que nous allons mener, à savoir une marche pour sensibiliser l'opinion, interpeller les autorités, qui est prévue le 3 mars prochain à Ouaga ici. Ensuite, nous allons faire une lettre à la Banque mondiale pour demander de faire l'évaluation de l'impact économique de la privatisation de notre chemin de fer, parce que c'est elle qui a obligé le gouvernement à le faire. Et nous allons également nous adresser aux premières autorités en déposant une pétition au niveau de l'Assemblée nationale qui va être mise en place après le coup d'État. Je vous parlais hier d'une manifestation des étudiants à Ouagadougou pour le rejet de plus de 5000 dossiers au Fonds national pour l'éducation et la recherche FONER. Dans le reportage que vous allez découvrir dans un instant, la directrice générale du FONER donne les conditions d'admission à ce fonds. Le moins qu'on puisse dire, selon Marie-Thérèse Assoumi, c'est que plusieurs candidatures ne remplissent pas les critères, sans compter les ressources financières limitées. Fatimata Nikiema. Insuffisance de ressources financières, c'est l'une des raisons du rejet des dossiers de certains étudiants qui ont postulé à l'aide et au prêt du Fonds national pour l'éducation et la recherche FONER. Avec 110 000 étudiants admissibles à l'aide FONER au titre de l'année 2021, le fonds n'a pu octroyer l'aide qu'à 40 000 étudiants.
chose qui a engendré beaucoup de retard dans le paiement de la 3e session. Mais grâce à son ministère de tutelle, c'est un problème qui a trouvé solution. La pomme de discorde reste maintenant le règlement de la 4e tranche. Selon la directrice générale de ce fonds, ce sont 1962 étudiants qui ont vu leur dossier recalé pour ressources limitées, car sa structure n'a bénéficié que de 4 milliards de francs CFA contre un besoin de financement largement au-dessus. Avec ces 4 milliards, nous avons pu payer ce que nous appelons la dette. La dette, c'est quoi? C'est-à-dire tous les étudiants qui avaient pu s'inscrire pour la première, la deuxième et la 3e session, qui ont eu 50 000 3 fois et qui devaient obtenir 25 000 francs à la 4e session. Ils sont 79 289 étudiants de la 4e session qui devaient obtenir leur aide. Nous avons pu obtenir cet argent. 1 982 225 000 francs CFA. Le reste des étudiants, plus de 3 000, ont donc vu leur dossier recalé pour d'autres motifs. C'est parce que souvent, ils n'ont pas les relevés. Je crois que c'est 8 sur 20. Il y en a qui viennent avec 3 sur 20, 4 sur 20. C'est invalidé. Il y en a d'autres, on leur demande un document, par exemple de relevé, ils donnent autre chose. Ou bien ils donnent le relevé de leur frère ou de leur copain. Avec l'informatique, c'est très vite, on se rend compte, et c'est l'informatique même qui bloque. Et je ne vous parle même pas de ceux qui mettent autre chose, je veux dire une fausse identité, on en a reçu, qui mettent une fausse identité pour recevoir l'argent. Le chevauchement de l'année académique a aussi pénalisé certains étudiants qui n'ont toujours pas de relevé de notes, car priorité a été donnée à ceux qui remplissent toutes les conditions d'éligibilité. Depuis 2021, le FONER est confronté à des difficultés financières qui l'empêchent d'honorer ses engagements vis-à-vis des étudiants, à en croire Dr Marie-Thérèse Sommi. Selon cette dernière, certains représentants d'étudiants dans le conseil d'administration du FONER connaissent les difficultés que traverse le fonds, mais préfèrent faire de la désinformation auprès de leurs camarades. Un livre de présentation de condoléances à la mémoire de son président Kassoum Kambou. C'est l'hommage rendu ce mardi 22 février par la Cour constitutionnelle. Collaborateurs, amis, connaissances et familles ont fait le déplacement du siège de l'institution afin d'honorer la mémoire de celui qui aura présidé la destinée de la Cour constitutionnelle de février 2015 à février 2022. Serge Kabouri. Le Conseil constitutionnel du Burkina Faso pleure la disparition de son président Kassoum Kambou. Celui qui, après avoir passé cette année à la tête de la plus haute juridiction constitutionnelle du pays des hommes intègres, a définitivement rangé sa toge de juge constitutionnel des suites de maladies. En sa mémoire, un livre de présentation de condoléances a été ouvert dans la salle d'audience de l'institution ce mardi. Parents, collègues et amis du regretté se sont succédés autour du livret pour rendre hommage à celui-là qui était la 4e personnalité de l'État. Je retiens de lui un homme vraiment d'une simplicité vraiment à tous égards, et puis avec une grande compétence, une humilité et puis une gentillesse vraiment qu'on ne peut pas décrire. Il était très souriant, très affable, très disponible. Et c'est un homme d'une intégrité parfaite et d'une droiture irréprochable. Et ce sont des qualités aujourd'hui qui sont très recherchées et pour les uns et les autres. Et c'est une perte pour la nation parce que c'est un haut cadre vraiment que l'État a perdu et d'une compétence vraiment inégalable. Et c'est ça qui restera gravé dans ma mémoire en ce qui concerne Kassoum. Il n'était malheureusement pas en état de pouvoir effectivement participer aux travaux du Conseil constitutionnel récemment, mais c'est quelqu'un qui a une carrière très riche et qui était un juriste reconnu pour sa précision, sa rigueur, son apport intellectuel très, très important pour le Burkina. C'est triste, je suis triste pour lui, pour sa famille, pour le Burkina Faso. Je disais à l'instant au doyen du Conseil constitutionnel que je souhaitais bon courage pour assurer cette suite et cette transition en quelque sorte sans lui, mais je salue la mémoire de quelqu'un qui depuis l'origine et depuis notamment la révolution sankariste et même avant a toujours été présent aux grands moments et aux grands débats juridiques et politiques même qui ont concerné ce pays, la préparation de la Constitution de 91, enfin bref, il a été très actif, très, très reconnu par la qualité et l'intégrité des travaux qu'il a pu faire.
Donc paix à son âme, que la terre des ancêtres lui soit légère. D'autres personnalités, à l'image de Léandre Bassolé du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale Ashkroun, ont effectué le déplacement un peu plus tôt dans la matinée, ainsi qu'un représentant de l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso. Juridiction de l'État, née de l'éclatement de la Cour suprême en 2000, le Conseil constitutionnel perd ainsi son 3e président, arraché à l'affection des siens à l'âge de 66 ans. Natif de Kamti, dans la région du sud-ouest, Kassoum Kambou était riche d'une expérience professionnelle d'une 40aine d'années et était arrivé à la tête du Conseil constitutionnel le 11 février 2015, après avoir prêté serment devant le président de la transition, Michel Kafando. Membre fondateur du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, le magistrat Kassoum Kambou a rendu son dernier souffle à un moment où les défis sont encore innombrables. Dossier Inata, ou l'attaque la plus meurtrière qu'ait connue le Burkina Faso. Votre télévision Tweet TV revient sur cette affaire qui a nécessité une enquête dont le contenu n'a jamais été révélé au public à burkinabé. Dans ce dossier signé Mamidriana Kamabou, plusieurs questions sont soulevées par Bernard Bougman, chef de desk politique de Tweet TV et Watt FM. Inata, oui, c'est de là que les choses ont vraiment pris une toute autre tournure. 14 novembre 2021 au petit matin, 57 morts, dont 53 gendarmes et 47 rescapés selon le bilan officiel pour un détachement qui comptait environ 150 éléments. Maître Benewende Sankara, l'ex-ministre de l'Habitat et président de l'Union MPS, dira que c'est l'attaque la plus humiliante que le pays n'ait jamais subie. Des gendarmes affamés, non relevés en bonne date, implorant en vain une hiérarchie pour avoir de quoi manger, car se débrouillant avec des animaux errants pour se nourrir. C'était affreux, affligeant, humiliant. Dans l'euphorie de l'indignation, le commandant du groupement des forces du secteur nord ainsi que le commandant de la première région de gendarmerie ont été relevés de leur poste. Le président Kaboré diligente une enquête qu'il va lui-même rejeter en fin novembre, car ne situant pas clairement les responsabilités. Il recevra le second rapport jugé bon le 14 décembre 2021. Et lors du Conseil des ministres le 22 décembre 2021, le lieutenant-colonel William Kombari, commandant du groupement mobile de Ouagadougou, et le capitaine Isaac Sanou, commandant de la compagnie de gendarmerie de Manga, qui étaient les chefs d'escadron chargés de relever les éléments d'Inata, sont relevés de leurs fonctions. Le rapport d'enquête est remis à la justice militaire pour suite à donner. La suite est connue, silence radio. En dehors des 4 sanctionnés, d'ailleurs à titre conservatoire, plus rien. Et pourtant, alors que les Burkinabés sont toujours partagés entre indignation et incompréhension, les nouvelles autorités remettent en selle le lieutenant-colonel William Kombari comme nouveau directeur de l'organisation et de l'emploi de la gendarmerie nationale. Alors, question, où est donc passé le rapport sur l'attaque d'Inata? Ou plus exactement, que contient ce rapport qui est réellement incriminé? Le lieutenant-colonel Kombari a-t-il été relevé à tort? Quelle est la suite à donner à la vidéo de l'hélico qui a verrouillé les terroristes d'Inata et qui n'a pas reçu l'ordre de la hiérarchie pour tirer et neutraliser ces terroristes qui étaient dans une débandade totale? Pourquoi les autres documents militaires dits confidentiels sont facilement relayés sur les réseaux sociaux et pas le rapport d'Inata? Dégradation d'infrastructures routières à Ouagadougou. L'échangeur de l'Est, que vous connaissez certainement si vous habitez la capitale à Burkinabé, ne présente presque plus de grille de protection. Ce dispositif, pourtant indispensable pour la sécurité des usagers, n'est plus que l'ombre de lui-même à part endroit. Qu'est-ce qui pourrait expliquer un tel niveau de dégradation? Pour les personnes que notre équipe a questionnées ce 22 février, les raisons seraient dues au non-respect du code de la route, entraînant ainsi des accidents. Michael Tougri. À tout moment, ici, à l'échanger de l'Est, le pire peut se produire.
Ce premier dispositif de sécurité aux 4 points du rond-point a fini par céder. Selon Martine Gouba, gérante de ce fast-food et ce vendeur d'articles, la dégradation des grilles de protection de l'infrastructure s'explique par le non-respect du code de la route à certains usagers. Le premier dispositif étant hors usage, reste désormais le second qui visiblement ne tiendra pas le coup en cas de choc à ce niveau. Il y a trop de vitesse et dès que tu fais le tour, tu ne peux plus éviter quelqu'un. On a déjà vu un accident ici et l'accident a été causé par leur manière de circuler. Ils ont évité un véhicule et allaient se cogner à une barre de fer. Aujourd'hui, quand vous regardez cette même barre de fer, c'est un véhicule qui a cogné et tombé à l'intérieur. La semaine passée, vers 5h du matin, il y a un gars qui est quitté vers Benoro avec sa voiture, avec une fille. À un moment, on entend un cri, il se trouve dedans. C'est l'accident qu'il a fait, on ne sait pas si ça s'est passé comment. C'est ceux qui ne respectent pas le code de la route, qui circulent mal. Souvent, d'autres roulent, ils se retrouvent dans le trou. D'autres tombent, ils ne se lèvent pas, ils meurent. Donc c'est eux qui ont cassé. Les moins chanceux, eux, finissent leur course au niveau du passage souterrain. Le risque qu'un drame se produise ici à l'échangeur de l'Est est donc permanent et quasi quotidien. Il faut donc rétablir au plus vite ces grilles de sécurité, mais aussi et surtout mener des campagnes de sensibilisation sur le respect du code de la route. Demande qu'on sensibilise les gens. Voilà, par exemple, il y a des gens qui ne connaissent pas le code. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le code. Ça fait que... il y a beaucoup d'accidents. Nous demandons aux autorités de sensibiliser la population au niveau de la circulation. En plus de ça, les ampoules aussi ne s'allument pas au niveau de l'échangeur. Qu'ils puissent le voir ça, parce que ça aide. Si les autorités peuvent venir nous aider à arranger et essayer de civiliser les gens pour qu'ils puissent respecter les codes de la route. Réellement, et puis venir renforcer un peu. Mais les bordures qui sont à l'intérieur, moi je vois que pour l'intérieur, on n'a pas de force que ceux de l'extérieur. Si un accident se produit sur le même lieu encore, l'engin peut se retrouver à l'intérieur du trou là, c'est pas bon. L'autorité est interpellée, il faut donc agir en urgence ici à l'échangeur de l'Est afin de réduire les possibilités d'une sortie de chaussée. Inauguré en 2010, l'échangeur de l'Est se veut un dispositif de facilitation et de fluidification du trafic routier entre la circulaire et l'axe Ouagadougou-Fada. Cela fait 4 ans maintenant que le club de motards West Coast Adventure joint l'utile à l'agréable. En plus de vivre sa passion pour la moto, il ne reste pas insensible aux différents problèmes de la société burkinabé. Le 19 février dernier, le club des motards a observé toute une série d'activités sociales, à savoir le partage d'un repas avec les enfants défavorisés, un don de vivre aux personnes déplacées internes de Cambouinsan. Et pour terminer, les motards ont demandé sur eux la bénédiction du Tout-Puissant. Bien sûr, ces différentes activités ont été accompagnées d'une parade dans la ville de Ouagadougou. Yacinthe Sawadougou. Le club des motards West Coast Adventure apporte du sourire aux enfants démunis et personnes déplacées internes. Partage de repas, soutien aux personnes déplacées internes à travers des dons de vivres, demande de bénédictions dans les églises et mosquées et le tout assorti d'une belle parade dans la ville de Ouagadougou. Ce sont entre autres les différentes activités que mène chaque année le club. Nous avons le lancement de nos activités chaque année et nous estimons que pour tout être humain, il est vraiment nécessaire de mettre sa vie, ses activités-là, de les confier en fait au Tout-Puissant. Ce qui fait qu'à cette journée de lancement, nous allons à l'église, nous demandons une messe, nous allons à la mosquée pour demander des bénédictions et nous couplons avec également une activité de don. Et cette année, nous avons dû fusionner les activités parce que compte tenu des soubresauts qu'a vécu un peu notre pays, on a dû décaler le Noël pour les enfants et on a préféré faire et le Noël et le lancement des activités en même temps. Et vraiment, nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir apporter vraiment un sourire sur des visages qui le méritent amplement. Au-delà de ces activités, les motards de West Coast Adventure sensibilisent également sur la sécurité routière et le port du casque. West Coast mène mensuellement une activité dans une autre localité en fait du pays.
Et nous avons un programme d'activité déjà élaboré pour 2022. Voilà. Donc chaque mois, nous avons une sortie dans une ville et cette sortie est une sortie de sensibilisation sur la sécurité routière, du port du casque, mais en même temps couplée avec du social. Et quand je dis social, ce n'est pas forcément le don de vie, le truc et autres, mais dans le cadre même de nos attributions, voilà, nous offrons souvent des casques aux forces de l'ordre, nous offrons des gilets fluorescents aux forces de l'ordre pour pouvoir les appuyer en fait dans le travail qu'ils font au quotidien, que nous ne pouvons pas faire, nous le faisons vraiment de manière ponctuelle. Estimé à au moins 100 membres, le club des motards West Coast Adventure est composé de personnes de toutes les couches sociales avec des tournées dans la sous-région. Le 21 février dernier, un collectif de 6 avocats maliens conduit par Maître Moustapha Sissi, avocat au barreau du Mali et bâtonnier de l'ordre des avocats, a saisi la Cour de justice de l'UEMOA de 2 recours et ce sur demande du gouvernement malien. Le premier recours vise à obtenir l'annulation des sanctions. Quant au second, il est pour la suspension de l'exécution des sanctions. Le Mali peut-il obtenir gain de cause dans ce processus judiciaire? Le spécialiste du droit communautaire, Dr Elie Sandouidi, vous donne dans sa lecture dans cet élément signé Maxime Jean-Eudes de Bambara. Selon Elie Sandouidi, docteur en droit communautaire, la décision du gouvernement malien de saisir la Cour de justice de l'UEMOA pour demander l'annulation et la suspension de l'exécution des sanctions prises contre le Mali est une démarche qui s'inscrit dans le cadre de l'état de droit. Les autorités maliennes jugent ainsi illégales ces sanctions économiques prises à l'encontre du peuple malien au regard des textes et objectifs de l'UEMOA. Les avocats du Mali, en analysant les textes de l'UEMOA, ont estimé que les chefs d'État n'avaient pas le droit de prendre la décision qu'ils ont prise contre le Mali en termes de sanctions. Ce sont des prétentions à ce stade. Vous savez, le demandeur, lui, a des prétentions. Le défendeur va se défendre. Certainement, la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, et en collaboration avec la commission de l'UEMOA, va mettre en place aussi sa défense. Et évidemment, chacun va faire valoir des arguments et la Cour de justice de l'UEMOA va trancher. Au regard donc du traité de l'UEMOA qui poursuit des objectifs essentiellement économiques, on peut bien, selon Dr Elie Sandouidi, s'interroger sur l'adéquation entre les sanctions et les objectifs du traité de l'UEMOA. Renforcer la compétitivité des entreprises, renforcer la convergence, faire des politiques sectorielles, créer un marché basé sur la libre circulation des biens et des capitaux et le droit d'établissement des emplois salariés indépendants. Voilà un peu, en gros, les objectifs poursuivis, essentiellement économiques. Voilà. Et les textes du traité de l'UEMOA sont clairs sur un point, que tous les organes de l'UEMOA, donc dont la conférence des chefs d'État, les actes qu'ils doivent poser doivent être conformes aux objectifs poursuivis par l'UEMOA. La question qu'on peut se poser, est-ce que ces sanctions vis-à-vis qui sont basées sur des considérations de respect de la démocratie pouvaient-elles être justifiées au regard des objectifs poursuivis par le traité de l'UEMOA? Pour le spécialiste du droit communautaire, il ne faut pas faire d'amalgame entre le traité de l'UEMOA et celui de la CEDEAO. Il y a une différence dans le fond entre le traité de l'UEMOA et celui de la CEDEAO. Le traité de la CEDEAO a été complété plus récemment, comme vous l'avez dit, par 2 protocoles essentiels. Le premier sur la prévention, la gestion, le règlement des conflits, instituer un mécanisme de prévention et règlement des conflits. Ce protocole a été suivi par un protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. Ce qui justifie que l'intégration CEDEAO n'est plus une intégration seulement économique, que c'est aussi une intégration politique. On peut donc comprendre qu'au niveau de la CEDEAO, ce type de sanctions puisse être envisagé beaucoup mieux qu'au niveau de l'UEMOA, où en réalité ces sanctions vont produire l'effet contraire des objectifs poursuivis par le traité de l'UEMOA. Les autorités maliennes peuvent-elles donc espérer voir une issue favorable de ce processus judiciaire? Tout se jouera, selon l'expert en droit communautaire, dans l'interprétation des textes.
Pour terminer, comme annoncé en titre, 4 militaires français escortant général de la force de l'ONU ont été arrêtés lundi à l'aéroport de Bangui, la capitale de la Centrafrique. Les militaires français sont accusés de tentative d'assassinat sur la personne du président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, s'appuyant sur des photos de leur présumé véhicule et d'arguments saisis lors de leur interpellation. Les Nations Unies et la France dénoncent une manipulation orchestrée sur les réseaux sociaux. Ce qui s'est passé en Centrafrique ce lundi fait grincer des dents Paris et l'ONU. 4 militaires français qui escortaient un général de la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique, ont été arrêtés à l'aéroport de Bangui et accusés de tentative d'assassinat contre le président centrafricain. Faustin-Archange Touadéra, dont l'avion atterrissait au même moment. La nouvelle de cette arrestation s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, gonflée par les accusations relatives à une tentative d'attentat. Paris évoque un concours de circonstances et dénonce, je cite, l'instrumentalisation immédiate de cet incident, ainsi que la désinformation grossière à laquelle il a donné lieu. Incident qui se produit alors que la France reproche à la Centrafrique d'être complice d'une campagne anti-française orchestrée par Moscou sur les réseaux sociaux et dans certains médias, tandis que de son côté, la Russie reproche à Paris d'accuser une compagnie de sécurité privée russe d'avoir fait main basse sur le pouvoir et les ressources centrafricaines. Fin de cette session, je vous quitte sur cette photographie de Ganvié qui est un lac, qui est une cité donc lacustre du sud du Bénin. Son origine remonterait au XVIIIe siècle, à l'époque où des razzias esclavagistes ont poussé les populations de la région à venir se réfugier dans les marécages du lac afin d'échapper à un triste sort. Cette cité est inscrite depuis 1996 sur la liste indicative de l'UNESCO, ce qui veut dire qu'elle n'est pas encore au patrimoine mondial, contrairement à ce que certains guides touristiques avancent. Je vous donne un rendez-vous demain à 20h. Bonsoir.